Moi, c'est Megan Cher. Si tu me connais pas, je fais des vlogs quotidiens sur le thème culinaire. Donc, bienvenue à toi. Et aujourd'hui, je vais parler de mon expérience sur ma chirurgie bimaxillaire. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un sujet très personnel, très intime, mais aussi très important. C'est mon opération des mâchoires. Plus précisément, c'est une chirurgie bimaxillaire. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas. Moi aussi, j'en avais jamais entendu parler avant. C'est maintenant que je comprends que c'était la cause de tellement de choses sous-adjacentes qui étaient en fait pas si anodines que ça, alors que pour moi c'était juste ma vie normale. Dans cette vidéo, je vais vous parler qu'est-ce que c'est que cette chirurgie bimaxillaire, mon histoire, le parcours que j'ai eu, j'ai tout fait de A à Z, tous mes rendez-vous, j'ai noté qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce que j'avais ressenti. Du coup, vous allez avoir mon journal complet. Ça va être un peu long, mais franchement, je trouve ça très intéressant parce qu'aujourd'hui, sur YouTube, on ne voit pas forcément beaucoup de nouvelles vidéos à ce sujet, alors que c'est quand même assez important d'en parler. Et voilà, je voulais laisser ma petite empreinte et parler de mon histoire. Je parle aussi de mon diagnostic précis, donc tous les problèmes que j'ai. On va aussi aborder la partie orthodontie avant la chirurgie. Donc c'est toute la phase de préparation. Une petite conclusion avant le jour J de l'opération. Et là, je vais vous parler de mon parcours préopératoire. Il y aura donc une deuxième vidéo, je pense, pour faire le post-op et vous montrer comment c'était et à quoi on peut s'attendre. Voilà, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Chapitre 1, c'est quoi une chirurgie bimaxillaire? Une chirurgie bimaxillaire, en fait, c'est une chirurgie des mâchoires où on repositionne à la fois la mâchoire du haut et la mâchoire du bas. Maxillaire pour celle d'en haut, la mâchoire du haut, et la mandibule pour la mâchoire du bas. Donc moi, ça a été confirmé, je vais faire les deux, donc c'est ce qu'on appelle plus couramment une bimax. C'est aussi ce qu'on appelle une chirurgie orthognathique. J'arrive pas du tout à le prononcer ce mot, donc excusez-moi. C'est un truc de dingue. Et contrairement à ce que certaines personnes pensent, ce n'est pas une chirurgie esthétique. C'est vraiment une chirurgie fonctionnelle. Elle sert à retrouver en fait une respiration normale, à mâcher, à parler, à dormir, bref, à vivre normalement. Il existe 3 classes squelettiques. Donc la classe 1, c'est l'alignement normal que la plupart des personnes auront. La classe 2, c'est une mâchoire inférieure reculée. Donc ça, c'est mon cas. On parle de rétrognathie. Je ne sais pas si je le dis bien aussi, c'est juste infernal. Et la classe 3, c'est une mâchoire inférieure trop avancée. Chapitre 2, mon histoire, les signes que quelque chose clochait. Depuis toujours, j'avais ce sentiment que quelque chose clochait, n'allait pas avec mon visage, je ne savais pas exactement quoi. J'avais l'impression de ne pas avoir de menton, avec aucun coup, aucune distinction par rapport aux autres. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi moi? Pourquoi j'en ai pas? Comment est-ce que je pourrais faire pour avoir un profil plus normal? Enfin bref. Du coup, quand j'étais enfant, bien sûr, je suis passée par la case orthodontie. Mes parents m'ont emmenée à un orthodontiste. Honnêtement, c'est quand même bien passé. J'ai fait le traitement, j'ai suivi et tout. Mais au final, je pense que c'était plus une usine à fric parce qu'à aucun moment il a dit qu'il fallait avoir une opération pour régler ce genre de soucis, car ma classe 2, en fait, était sévère. Et là, à mon stade, en fait, c'était juste la chirurgie qui devait être faite et non avoir un simple traitement orthodontique de camouflage. Et malheureusement, c'était assez en vogue à ce moment-là. Donc, j'ai eu ça. Et en prime, vu que j'étais plus petite, à ce moment-là, j'avais la mâchoire plus petite. Et en fait, mes dents, elles étaient toutes les unes sur les autres. Enfin, c'était le bazar. Et il avait décidé qu'il fallait donc me retirer mes 4 prémolaires, donc que j'avais mes dents de lait à ce moment-là, plus les 4 autres qui n'avaient pas encore poussé. Donc en fait, on m'a retiré 8 dents et j'ai appris ensuite que retirer les dents
totalement saine que j'aurais pu garder, franchement, si ils avaient fait de la place, que ça aggravait en fait la classe 2. Donc, c'était pas forcément génial d'avoir fait ça. J'ai également aussi une petite anecdote. C'est que en troisième, une fois, notre prof d'art plastique avait fait une caricature. Donc, elle était très bien faite, mais le problème des caricatures, c'est que ça accentue forcément les points négatifs de beaucoup de personnes. Et quand j'ai vu ma caricature, autant vous dire que j'ai souri poliment, mais au fond, j'étais extrêmement triste. Ça m'a marqué. Genre 15 ans, 15-20 ans après, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je me revois, il tourne la feuille, le dessin, et je vois quoi en fait, que je n'ai aucun menton, aucun cou. Il a dessiné ça comme ça. C'était super sympa, franchement. Quand même un impact psychologique sur ça à pas négliger. Pour continuer sur l'impact psychologique, un petit chapitre 3 sur la psychologie et le mental. Pendant longtemps, je ne savais pas que tout était lié. J'avais des migraines, une fatigue, le fait de postillonner, de dormir mal, de toujours me réveiller avec cette fatigue, alors que je faisais plus de 8-9 heures de nuit. Je gonfle légèrement aussi, le fait de mal respirer. Tout ça, je pensais que c'était juste comme ça, parce que c'était voilà, comme je suis née, et j'avais pas de avant-après pour faire une comparaison. Et quand on m'a dit que c'était lié à ma mâchoire, en fait, j'ai ressenti comme un soulagement et en même temps de la colère. Soulagement parce que j'avais enfin une explication. C'était pas juste moi qui m'inventais des choses. Il y avait un réel problème que j'étais pas au courant. Et en colère parce que, en fait, potentiellement, ça aurait pu être bien vu avant et pas faire ça à 30 ans, 31 ans. Après, côté esthétique, chez les femmes, la rétrognathie, elle est souvent inaperçue. Entre guillemets, en fait, elle est un peu mieux vécue par les femmes de ce que j'ai pu voir. Enfin, moi-même, pour mon expérience, ça m'a pas empêché de me marier, de trouver l'amour de ma vie et tout ce genre de choses. Donc de ce côté-là, j'ai de la chance, je m'en plains pas. Ça m'a pas non plus bouffé la vie, honnêtement, parce que j'ai fait abstraction de ce sujet. Genre, on regarde pas les défauts, on ferme les yeux et on passe à autre chose. Mais j'ai pu lire dans certains témoignages que oui, du côté des hommes, parfois, c'est un peu plus compliqué au niveau de vie personnelle, même pas forcément romantique, mais amicale. Ça peut être très mal vécu. Chapitre 4, donc le diagnostic précis. Voilà la liste exacte de mes soucis pour celles et ceux qui recherchent à se reconnaître ou juste à en apprendre un petit peu plus. Donc rétrognathie, donc c'est la mâchoire inférieure qui est reculée. Donc moi, elle est de 5 mm, 5 mm, et c'est à ce stade qu'on opère. La mâchoire aussi qui est vrillée sur un côté avec déviation du milieu dentaire. Donc là, je parle de ma mâchoire du haut. Voilà. J'ai également des blocages fréquents, des claquements, des douleurs articulaires. Donc ça s'est un petit peu amélioré, j'en ai plus trop, mais c'est très important, surtout quand on a ça, avec du bruxisme que je faisais parfois en fait H24, que ça soit la nuit ou la journée, ou même quand je travaillais et je devais me concentrer énormément. Ça te requiert une grande précision. Et je serrais les dents tout le temps. Juste dans, entre guillemets, ce malheur, c'était le positif que je grinçais pas des dents. Je faisais juste le serrage. Mais voilà. Après, j'ai une difficulté à mâcher. Par exemple, je pouvais pas croquer dans tout ce que je voulais. J'ai aussi une locution altérée. Genre, je bafoue, voilà. Vous me comprenez, genre du mal à articuler. Souvent des postillons. J'ai la respiration par la bouche apparemment pour la nuit. Donc, c'est très mauvais. Avec un mauvais positionnement de la langue,
C'est absolument pas ce qu'il faut faire. Il faut apprendre à correctement positionner sa langue, sinon le fait d'avoir un mauvais positionnement, ça va justement créer ces problèmes-là. Ça déforme réellement le visage. J'ai aussi un risque d'apnée du sommeil, parce que forcément, c'est un peu héréditaire, et ma maman a ce souci-là. Donc, elle a une machine pour l'apnée du sommeil, et personnellement, moi, je me vois pas à 60 ans avoir ça. Donc, off course, on va régler ce problème le plus tôt possible. Maintenant que je le connais, on va éviter de finir ma vie sous une machine avec un masque à oxygène pour pouvoir ne pas mourir la nuit, quoi. Voilà. J'ai également de l'arthrose précoce sur les articulations. Donc ça s'était vu au niveau des radios. J'ai une déglutition atypique. Donc ça, c'était à cause du positionnement de la langue. Donc clairement, le chirurgien m'avait dit que je faisais comme les bébés, parce que la langue était mal positionnée. Il y a aussi une perte osseuse autour des dents qui peut être favorisée à cause du mal positionnement des mâchoires. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Chapitre 5. L'orthodontie avant la chirurgie. Avant d'être opéré, il faut préparer la bouche, et c'est là que l'orthodontiste intervient. Il commence une phase de décompensation pour ceux qui ont eu un traitement orthodontique dit de camouflage. Donc c'était mon cas. Donc je passe par une phase de décompensation. Ça veut dire qu'on va défaire l'ancien camouflage et remettre les dents à leur place, où elles devraient être à leur place, quitte à empirer la situation temporaire. Souvent, il y a voilà, cette situation qui empire parce que forcément la bouche avait naturellement compensé les défauts squelettiques, qui nous avait permis de vivre un petit peu plus correctement, malgré le fait que ça allait empirer avec le temps. Donc on vient de faire tout ça. À des moments, je pouvais même plus mâcher, en fait, honnêtement. J'avais les dents vrillées sur le côté ou à gauche. Je mangeais jamais de ce côté parce qu'en fait, je me suis rendu compte après, pendant le traitement, je pouvais tout simplement pas mâcher de ce côté. Et en fin de compte, je mangeais toujours du côté droit. Je vais d'abord remettre les dents dans la bonne position pour que le chirurgien puisse intervenir sur les mâchoires. Chapitre 6. Mon parcours chronologique. Donc voici toutes les étapes que j'ai vécues jusqu'au jour J. J'ai vraiment tout noté de A à Z. Je vais vous faire grosso modo l'inventaire de tout ce qui s'est passé depuis la première confirmation avec la première chirurgienne que j'étais allée voir en 2023. Donc ça remonte un petit peu loin, mais je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Maintenant, je vais vous faire mon parcours chronologique avant l'opération. Donc en juin 2023, j'ai fait le premier rendez-vous avec une chirurgienne, et elle a confirmé qu'effectivement j'aurais au minimum besoin de l'opération des mâchoires sur celle du bas, et une Bimax a confirmé avec un scan. Donc en septembre, après, je suis allée voir l'orthodontiste, et il m'a confirmé en fait la nécessité d'une chirurgie. J'avais pas encore fait les scans, mais voilà. Donc en janvier, je l'ai fait, les scans. J'ai mis un petit peu de temps en fait entre septembre et janvier à les faire, tout simplement parce que je savais pas à ce moment-là si on allait déménager en Thaïlande et faire une expatriation avec mon mari. Donc ça avait un petit peu repoussé les choses, et comme j'en avais parlé, sinon j'aurais dû jongler entre les deux pays tous les 2 mois. Enfin, personnellement, c'était pas possible. C'était plus compliqué qu'autre chose, et je ne me voyais pas faire ça à l'étranger. Du coup, en février, j'ai fait le bilan orthodontique. Donc effectivement, j'ai un écart de 5 mm, et à ce stade-là, on opère. C'est pas possible en fait de pouvoir corriger ça juste avec un traitement orthodontique. Sinon, c'est juste faire du camouflage et on revient à case départ, et c'est pas ce qu'on veut. En février, j'ai eu aussi mon premier rendez-vous avec le chirurgien, et là, il m'explique tout le protocole. Mon orthodontiste, il transfère également mon dossier à son cabinet. Début mars, c'est là où j'ai la pose des bagues, donc en céramique sur le haut et en métal sur le bas. Après, il n'y a pas eu de possibilité pour moi sur
les appareils lingual ou Invisalign parce que clairement ma bouche était trop compliquée à traiter. Il fallait en fait faire le mieux possible, donc c'était pose obligatoire extérieure sur les dents de devant, l'appareil dentaire. Donc voilà, ça donne un petit côté look ado à 31 ans, c'est sympa. Bon, c'est pas grave, hein, on fait avec comme l'orthodontiste y recommande. La première semaine, honnêtement, elle a été difficile, mais ça a été une adaptation rapide. J'ai également repris le bruxisme à cause de la tension constante de mes dents, mais ça, en fait, c'est passé tout seul, hein. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter si vous en faites. Normalement, si ça avait été arrêté avant le début du traitement, ça devrait passer assez rapidement. Croyez-moi, franchement, j'ai eu des gros doutes, mais ça s'est arrêté après avoir été habituée, donc heureusement. Mi-avril, j'ai eu une pose de renfort sur la molaire bas à gauche, donc j'avais plus aucun contact dentaire à ce niveau-là, sauf sur les dernières molaires. Ça a été très douloureux, mais en fait, il fallait régler le problème que j'avais avec ces molaires en haut qui étaient complètement vrillées. Elles étaient comme ça, au lieu d'être comme ça. Donc ça a été sympa. Après début juin, j'ai un contact léger qui est revenu. J'ai également aussi l'ajout des élastiques pour aligner la molaire, vous savez, où elle est toute vrillée. Je devais porter des élastiques du coup des deux côtés pour ajuster parce qu'on ne pouvait pas garder seulement d'un côté, sinon ça aurait fait vriller la mâchoire. C'est bon, il y a déjà assez tout qui est tordu, on ne va pas abuser et refaire d'autres problèmes. Donc bref, la tension elle était hyper forte. J'ai mis un petit moment à m'habituer, mais ça va, avec le temps, on s'adapte. En juillet, j'ai le ponçage de cette molaire parce que il y en avait besoin, c'était une espèce d'excroissance. Chez certaines personnes, c'est comme ça. Donc le ponçage, il a été fait à l'orthodontiste. Ça n'a pas fait mal, c'est juste désagréable quand on entend la ponceuse venir dans la bouche et bref. Le fait de la poncer, en fait, ça a permis qu'elle puisse passer, passer et ne plus buter sous mes dents de dessous et retrouver son alignement correct. Après, j'avais quand même pas mal de douleurs aux joues à cause des élastiques parce que ça me pinçait en fait l'intérieur de joue. Mi-septembre, les dents, elles sont alignées. J'ai un changement sur l'arcade pour recréer de l'espace en haut. En septembre, les dents, elles sont alignées. Une semaine après le rendez-vous, j'ai ma dernière dent de sagesse en fait qui est venue pousser et ça m'a fait grave mal. Franchement, j'ai cru que j'allais avoir comme une rage de dents. Mais au final, après, j'ai compris que c'était juste la dernière dent de sagesse qui n'était pas sortie en plein. J'avais toujours les élastiques qui me serraient les joues et ça me creusait. C'était juste horrible, c'était invivable. Donc mi-septembre, c'est toujours pareil avec les élastiques, je suis au bout de ma vie. Bref, mais au moins maintenant la dent est dans la bonne position. Donc j'ai pu refaire un scan des dents. La bouche, elle a bien changé par rapport au début mars. Ça a été rapide, ça s'est fait facilement et je pense que le mental, il y joue beaucoup. Mais je m'étais vraiment conditionnée en mode ouais, il faut que ça marche et tout. Enfin, ça va marcher, ça marche. À la fin de l'année, mes dents, elles sont prêtes et tout pour l'opération. Et je ne sais pas si vous croyez en la manifestation ou pas, ce genre de choses. Mais bref, ça s'est passé ainsi. La bouche, elle a été très réactive. Ça a même un peu choqué l'orthodontiste et tout, parce que lui, au départ, il m'avait même parlé que si la dent, elle bougeait pas, fallait créer de l'espace en haut et ensuite, après l'opération, faire mettre un implant. J'étais au bout de ma vie. Quand il m'a dit ça, j'ai fait ah, ok, ouais, bon, bah, on va éviter et on va prier pour que tout se passe bien et qu'il n'y a pas besoin. Heureusement, ça s'est passé comme ça. J'ai pas besoin d'implant et de ressortir encore un gros billet pour régler ce problème alors que avant j'avais toutes mes dents et qui étaient en bonne santé. Donc maintenant, en fait, il faut recréer de l'espace sur la mâchoire du haut. Donc, il avait fait je sais plus trop quoi, enfin bref, donc il change une bague en haut afin de pouvoir la remettre en place par rapport à son plan. Également, j'ai la bonne nouvelle, enfin, que je n'ai plus besoin de porter des élastiques. Donc intérieurement, quand il m'a dit ça, j'étais yes, parce que je lui en ai pas parlé, mais c'était juste infernal.
Après ça, il m'a dit qu'il allait contacter le chirurgien pour voir avec lui la progression du dossier et pouvoir préparer une date en fait et voir comment on allait faire parce que ma bouche était prête. Durant le mois de septembre, toujours, j'ai reçu un appel du secrétariat du chirurgien. Donc j'ai pu planifier une date d'opération pour fin avril 2025 et on doit en reparler avec l'orthodontiste au prochain rendez-vous. Donc c'était à peu près fin octobre. Fin octobre à mi-décembre, le chirurgien et l'orthodontiste, ils se sont revus, ils ont vu ensemble le dossier. Grosso modo, il n'y a plus grand-chose à faire avant l'opération. Donc du coup, il met des petits élastiques spéciaux sur les bagues qui vont venir bloquer tout mouvement possible pour la mâchoire du haut. Et après, j'ai juste fait un bilan avec un micro-kiné fin octobre et il m'a donné des exercices à faire pour pouvoir réapprendre à positionner correctement ma langue pour éviter tout souci après l'opération. Début février, j'ai rendez-vous à nouveau avec l'orthodontiste, donc il confirme on n'a rien d'autre à faire. Donc il change juste l'élastique du haut pour jusqu'en fait à mi-avril, ça va être comme ça, juste changer ça. Mi-mars, j'ai fait un scanner facial en 3D et clairement ça prend 5 minutes, mais pour avoir les résultats, c'était super long. Bref. Après, on saute à fin mars. J'ai eu le RRDV avec le chirurgien. J'ai fait également une radiographie à l'hôpital. Donc, on a fait des prises de photos pour faire le avant. J'ai repris les empreintes. On a fait les mesures également pour le profil esthétique. Donc, il est venu avec son petit bout de fil ou je sais pas quoi, sa règle et tout. Bref, moi, j'ai pas trop vu parce que je fermais les yeux parce que sinon, franchement, c'est trop gênant. Mi-avril, j'ai RDV avec le kiné pour préparer les exercices avant le post-op et les refaire après, histoire que je puisse les avoir en mémoire. Tout ça, que ça reste frais. J'ai la dernière consultation avec le chirurgien pour dire le plan de l'opération et RDV avec l'anesthésiste. Donc ça s'est fait un petit peu tout rapidement. Là, j'ai eu une confirmation que c'était bien une Bimax, donc j'allais être opérée des 2 mâchoires. Donc normalement, l'avancée de la mâchoire du bas, ça sera 5 mm, pas plus. La mâchoire du haut, elle est apparemment en plusieurs morceaux pour réaligner également le centre. J'ai pas pu avoir le plan final en papier. Après l'après-midi, je suis allée poser des taquets à l'orthodontiste et en fait, c'est ce que vous voyez là, regardez. C'est ce qu'il y a entre les bagues, c'est les petits crochets. Moi, j'appelle ça des taquets, mais bon, appelez ça comme vous voulez, bref. Il m'a posé les taquets. Honnêtement, c'est super désagréable. Donc, au départ, ça allait, mais genre 24-48 heures après, j'ai galéré parce que même un peu tourné pour que ça soit plus confortable, les crochets, ils sont juste H24 dans la peau. C'était un peu comme les élastiques et ça fait super mal. J'avais aussi de la tension dans les dents et j'arrivais pas bien à mâcher. Donc ça, c'était 5-6 jours avant l'opération. Donc vraiment, c'est les derniers rendez-vous avant le jour J. Et après, on va se retrouver après le jour J, où je ferai une suite de la vidéo. Ah oui, aussi, je vous ai pas précisé et tout, il faut que je vous montre les préparations que je fais avec le pré-opératoire. C'est assez impressionnant avec tout ce que j'ai dû acheter à la pharmacie et également recevoir. Je vais vous montrer, regardez. Donc ça, c'est toutes les granules homéopathiques que je dois prendre. J'ai eu clairement 15 ordonnances. Et ça, c'est le sac en fait que je suis repartie avec après à la pharmacie. Donc il y a tout un tas de trucs, voilà. J'ai également reçu des compléments alimentaires avec les antibiotiques, la biceptine. Bref, ça c'est la partie post-op, donc pour l'alimentation. Et donc ça c'est pour l'infirmière apparemment. Voilà. Et ça du coup ça va être la machine en fait que je vais pouvoir faire de la cryothérapie. En fait j'ai eu la chance à l'hôpital de savoir qu'ils avaient un partenariat
mise en place gratuitement pour les patients pour faire la Bimax de la cryothérapie. Donc j'ai pu bénéficier d'une machine cryothérapie avec le masque refroidissant gratuitement et que je vais pouvoir utiliser pendant 10 jours. Honnêtement, j'avais même pas encore commencé à ouvrir et tout, mais en fait voilà, ça ressemble à ça. Donc il y a tout dedans, j'ai reçu les explications par email. Donc ça honnêtement c'était la petite surprise plus qui fait plaisir, parce que si j'en aurais pas eu, personnellement moi j'en aurais loué une pendant plusieurs jours afin d'aider de réduire les gonflements. Je vous remonte un petit peu mon visage, attendez, pour avoir également des souvenirs et voir s'il y a beaucoup de différences ou pas. Mais voilà, actuellement ça donne ça. Voilà. Donc une petite conclusion et un mot de fin après avoir partagé tout mon parcours. Donc je me fais opérer fin avril et c'est une étape que j'appréhende quand même, bien sûr. Ça comporte quand même certains risques, mais c'est aussi en fait une délivrance, une façon de reprendre le contrôle sur ma santé, ma vie, mon corps et ma confiance. Et si tu es aussi concerné par ce sujet ou si tu te poses des questions, tu n'es pas seul. Je posterai aussi la suite de mon parcours après l'opération. Alors si tu veux suivre l'évolution, n'hésite pas à t'abonner ou à venir me parler en commentaire. Je serai là. Honnêtement, c'est super important, je trouve, de partager son expérience et avoir un peu plus de connaissances à ce sujet. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo juste à la fin. N'oublie pas de liker, t'abonner et commenter. Je serais ravie de pouvoir échanger avec toi. Et on se retrouve à très vite dans une autre vidéo. Bye!